Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de la télévision Top Scoop TV, bonjour et bienvenue une fois de plus à votre émission que vous aimez beaucoup, dont nous avons le réel plaisir de vous présenter. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'actualité oblige, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un invité de marque avec qui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission pour parler de la question de l'actualité congolaise. Pourquoi pas l'actualité du monde, si vous le voulez. Alors, sans plus tarder, je vais devoir introduire mon invité. Vous allez le découvrir. Mais avant cela, je voudrais bien que vous puissiez aimer cette émission et que vous puissiez vous abonner massivement comme je vous ai toujours demandé. Je vous prie de vous abonner massivement à cette chaîne et nous allons découvrir l'invité d'aujourd'hui avec qui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Il s'appelle David Kinanga, mais je vais lui laisser le temps de pouvoir s'introduire lui-même. Monsieur David, bonjour. Bonjour monsieur. Et ces mots, c'est vraiment un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau pour la toute première fois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vous connaissent, il y a aussi beaucoup qui ne vous connaissent pas. J'aimerais que vous puissiez commencer par vous introduire vous-même. Qui est David Kinanga? Non, je m'appelle David Kinanga, je suis le président des étudiants congolais à l'université de Val, ici en Afrique du Sud. C'est comme ça que vous pouvez vous présenter. Oui, pour le moment c'est ça, je pense que c'est mieux. Vraiment, c'est un plaisir. Nous saluons tous les étudiants des Val. Vous êtes étudiant ou bien vous avez été étudiant? J'ai été étudiant, mais nous sommes toujours, vous savez qu'on étudie toujours. Je suis toujours là. Je suis un ingénieur industriel à l'université de Val. Merci beaucoup tous les étudiants des Val. Nous vous saluons chaleureusement. Monsieur David, avec vous, nous allons analyser certaines questions de l'actualité de l'Afrique, de la République démocratique du Congo, parce que c'est ce qui nous concerne d'abord. Nous allons analyser les discours du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, à la tribune de l'ONU. Sûrement vous avez entendu parler vous avez suivi ces discours. Et nous allons aussi parler des questions de la démocratie, des élections, de l'état des sièges dans cette émission. Pourquoi pas la question de la diaspora. Nous qui sommes congolais, vivant ici à l'étranger, nous sommes vraiment la diaspora congolaise ici. Nous allons parler de qu'est-ce que les Congolais, qu'est-ce que la diaspora congolaise peut apporter dans le développement de la République démocratique du Congo. Alors, je vais commencer par vous poser la question de savoir comment vous avez analysé, comment vous avez suivi sûrement les discours, comment analysez-vous le discours du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, à la tribune de l'ONU? Sur le discours du président, j'ai retenu 3 points essentiels, qui est la sécurité. Il a parlé de la sécurité vu de l'état de siège au niveau de l'Est du pays. Il a parlé de l'apport économique. Il a aussi parlé du processus électoral. Ce sont les 3 points que j'ai retenus. Alors, le président n'a pas défendu que la République démocratique du Congo, il a aussi défendu l'Afrique parce qu'il est le président en exercice de l'Union africaine. Alors, dans ce discours-là, le président a dit l'état de siège ne sera levé que lorsque les raisons qui l'ont poussé sont atteintes ou les motivations qui ont poussé satisfaites. Alors, si les pays où le président est satisfait des raisons qui l'ont poussé à mettre en place cet état de siège, c'est en ce moment-là que l'état de siège pourra être levé. Vous êtes d'accord avec le président sur ce point? Sur ce point, il y a beaucoup de choses à discuter. Je pense qu'on doit d'abord voir le résultat de l'état de siège depuis qu'il a été décrété. Quel est le résultat? Est-ce que c'est positif ou négatif? Parce que j'ai suivi Human Rights Watch qui a dit qu'il y a, depuis la proclamation de l'état de siège, il y a 672 morts. Jusque-là, je trouve qu'il n'y a pas de solution efficace sur ce point.
Alors, nous devons revoir quelle est la stratégie, quelle est une autre stratégie que nous pouvons appliquer pour ces points. Parce que si nous continuons avec la même stratégie, je pense que nous allons échouer. C'est comme si un élève qui est à l'école, il étudie mais il ne passe pas des examens. Est-ce que vous allez continuer à payer les frais pour cet élève-là? Vous devez revoir qu'est-ce qui ne marche pas sur cet élève. Mais dernièrement, le gouvernement a fait une évaluation. Selon le gouvernement congolais, l'évaluation était positive. Il semble que jusque-là, ça va mieux. L'évaluation qu'a fait le gouvernement, c'est une évaluation politique. Vous savez, c'est dans l'union sacrée. Une évaluation politique, qu'est-ce que ça veut dire? Une évaluation où c'est difficile de s'accuser quand les choses ne vont pas bien. Moi, je parle au nom de la population qui est à Béni. Si vous allez avec votre micro-baladeur, essayez de demander les gens qui sont là-bas. Ils vous diront 670 morts. Il y a encore rien qui n'est fait. Donc, nous devons essayer de revoir cette chose-là. Quelle est la stratégie que nous devons prendre pour amorcer l'état de siège? Parce que de ce qui s'est fait, pour moi, je trouve que ce n'est pas positif. On doit revoir. Qu'est-ce que je vais dire? Par exemple, sur le point, on vient d'arrêter un monsieur, un Jordanien, au niveau de l'Est que j'ai suivi. Et ce Jordanien-là, il était en train de donner certains cours de drones. Vous voyez. Ça veut dire que même les rebelles ont maintenant la technologie dans la guerre. Vous voyez. Et nous ne pouvons pas faire cette guerre. Il donnait les cours de drone à qui? Aux rebelles. Aux rebelles. Okay. Donc ça veut dire que ces rebelles que nous sommes en train de combattre ont déjà de la technologie. Parce que si c'était le nombre de soldats que nous avons au niveau de l'Est, je pense que c'est plus même que les rebelles qui sont là. Mais il y a de la technologie qu'on doit mettre au niveau de l'armée. Par exemple, ce que je dis, si vous mettrez des drones, il y a des drones que vous pouvez mettre pour des reconnaissances au niveau de l'Est. Quand vous mettez ces drones-là, il peut reconnaître que c'est un animal qui passe ou c'est une personne qui est en train de passer. Vous voyez qu'il y aura des différences. C'est juste un exemple. Alors, on doit augmenter le niveau des techniques. C'est pourquoi des pays développés comme les États-Unis, il y a toujours des innovations chaque année au niveau du Pentagone. Parce que l'armée, ce sont des recherches. Et vous pensez que dans l'armée congolaise, il n'y a pas toutes ces innovations-là, il n'y a pas de mesures de sécurité pour arriver vraiment à mettre fin à toutes ces choses? Je pense peut-être avec l'apport, le soutien américain, peut-être j'ai vu quelques Américains qui sont à l'est du pays. Je pense qu'ils sont en train de donner des formations accélérées à nos militaires. Peut-être ça peut apporter un aspect positif. Sur ce point, je vais vous lire quelque chose qui a été donné, le message qui a été donné par la Lucha qui est les mouvements de la lutte pour le changement. C'est vraiment du côté de la société civile. La Lucha a lancé un communiqué lors de sa sortie médiatique à l'est de la République démocratique du Congo. Il a dit, la Lucha a dit, l'état de siège n'arrive pas à sécuriser les provinces concernées, Ituri et Nord Kivu. Donc, d'où il faut une évaluation transparente. La Lucha a fait une déclaration, la presse a dit que l'état de siège n'arrive pas à sécuriser toutes ces deux provinces et il faut une évaluation transparente. Êtes-vous d'accord avec... Oui, vous voyez que nous allons de pair avec ce qu'ils ont dit. Moi, je n'ai même pas suivi ça, mais c'est ce que moi je fais, mon observation négative. Donc, on doit essayer de revoir l'état de siège pour le bien de la population. Parce que ce qu'ils font, c'est pour le bien de la population. Quand la population n'est pas satisfaite, c'est toujours, il y aura toujours des problèmes et la population va toujours crier des cris de détresse au niveau de... Alors, la raison maintenant de la prolongation ou des prorogations que donne l'état de siège pour le président, c'est une raison valable ou bien c'est juste il faut non seulement des prorogations mais aussi arriver à des mesures ou à des résultats concrets? Non, il faut vraiment arriver à des résultats concrets. On peut faire ça plusieurs mois et si les résultats ne sont pas là, moi je trouve que ce n'est pas utile. Merci beaucoup, cher David. Il y a aussi le problème de la croissance économique qu'a soulevé le président lors de son discours. Il a dit la croissance économique qui s'est accélérée, et qui a dépassé d'ailleurs 5% l'an, parce que le taux de la réserve d'échange aurait augmenté. La réserve d'échange, j'ai aussi lu cette information, mais mon problème c'est au niveau de la population.
parce que l'Union sacrée, le parti qui pilote l'Union sacrée, c'est l'UDPS. Parmi les valeurs de l'UDPS, c'est le social. C'est parmi même les slogans même du parti. Et puis d'abord, quand les réserves d'échange augmentent, il doit avoir des répercussions au niveau de l'inflation monétaire. C'est-à-dire, ça veut dire que vous savez, la monnaie n'est pas stable. Vous savez. le président dit que la monnaie est stable. La monnaie est stable, mais moi je parle du pouvoir d'achat, c'est ça. Je parle du pouvoir d'achat. Donc la population, le pouvoir d'achat de la population est très faible. Avec le salaire par exemple d'un fonctionnaire de l'État, je me demande comment il peut scolariser un enfant. J'ai écouté, on sait bien il y a le free education en anglais. Mais pour un élève qui est au niveau secondaire, un parent fonctionnaire qui a 3, 4 enfants, 5 enfants, même au niveau de l'université, avec le salaire de base d'un fonctionnaire, je ne sais pas comment il va faire parce que le pouvoir d'achat est faible. Et si, je pense, et il y a certains aspects qui peuvent aussi faire que la réserve d'échange soit un peu forte, par exemple la production. S'il y a la production au niveau du pays, ça fera que le pouvoir d'achat, il y aura aussi des répercussions. Mais ça, c'est l'une des solutions que vous... Non, ce sont des facteurs. Des facteurs. Alors, je pense qu'au niveau où nous sommes, nous avons vu qu'il y a eu 3 milliards de dollars, mais au niveau de la population, il n'y a rien qui a changé. Les choses sont toujours de la façon dont ça sera une simple chanson. C'est une chanson. Le taux d'échange, la réserve, tout, mais concrètement, il n'y a encore rien. Ce que nous avons voulu, c'est qu'il y ait au moins le pouvoir d'achat au niveau de la population. Qu'est-ce que je vais ajouter par là? J'ai lu au niveau, vers les années 1960, le Congo produisait 400 000 tonnes de cobalt et aujourd'hui le Congo produit 1 million de tonnes. Sur les 400 000 tonnes de cobalt que produisait le Congo, ça faisait que l'économie du Congo était plus près de celle du Canada. Mais aujourd'hui, nous sommes nulle part parce qu'il y a eu des contrats que nous avons signés. Ces contrats n'ont pas permis que le pays puisse respirer. Pourquoi je dis ça? Vous avez une société chinoise et il y a des partenaires qui achètent par exemple le cuivre ou le cobalt à l'extérieur. Les circuits d'argent ne passent pas par les circuits normaux de la banque centrale. Ça se fait, ce sont des achats qui se font de l'extérieur. Nous, au niveau du pays, nous n'en avons rien bénéficié. Et le pouvoir d'achat sera toujours faible. Ça, ce qui m'a plu, ou bien c'est un processus un peu... Non, il doit y avoir une régulation au niveau de l'État, de voir un peu ces choses. Parce qu'une société qui est des droits congolais, qui a son compte au niveau du Congo, des banques congolaises, on doit avoir la transparence des circuits bancaires. Mais ce qui se passe aujourd'hui, vous allez voir, il y a des sociétés sud-africaines, nous sommes en Afrique du Sud. Vous allez voir, les achats se font des banques sud-africaines à banques sud-africaines. Ça ne se passe même pas au niveau du Congo. Et ce qu'on donne au niveau du Congo, c'est ça que les taxes. Et c'est difficile parce que la terre est une richesse. Moi, je pense, par exemple, la GECAMIN. Si la GECAMIN pouvait produire 1 million de tonnes, je pense qu'il y aurait déjà une répercussion positive au niveau de la banque. Mais tellement que ce sont des circuits extérieurs et l'apport, l'État est faible. À qui la faute maintenant dans tout ça? C'est les gouvernements qui sont incapables de gérer tous ces circuits ou bien c'est quoi la faute aujourd'hui? Je pense qu'il doit y avoir, peut-être je peux dire des États généraux, revoir un peu ce qui a été fait. J'ai vu le président Tshisekedi qui a dit que le pays doit voir clair. J'appuie ça parce qu'on ne doit pas toujours contrarier ce que le président a dit. Tout n'est pas négatif. Mais sur ces points-là, on doit un peu revoir, s'asseoir avec les partenaires extérieurs. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait peur au Congo de voir le président en train de sortir ou signer des accords que nous ne connaissons pas les contenus? Est-ce que ces accords-là, même si aujourd'hui le président dit qu'il est en train de chercher des investisseurs pour venir investir au pays, nous ne connaissons pas vraiment les contenus de ces affaires, de ces contrats-là. Est-ce que ça ne peut pas avoir des répercussions dans les jours qui viennent, comme aujourd'hui nous regrettons les accords qui ont été signés par d'autres présidents avec d'autres multinationales? Le premier problème, j'ai vu le président Tshisekedi a voyagé, il a effectué beaucoup de voyages, mais le problème se trouve au niveau
quand on doit investir, un investisseur, il y a des analyses qu'il faut. Par exemple, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Par exemple, dans un pays, vous devez investir, par exemple, je prends une province comme le Kassai. Les accès pour arriver au niveau du Kassai, c'est déjà un problème. Alors, un investisseur doit voir, parce que si je dois construire quelque chose là, je dois passer par le port de Matadi, je passe le Bandung et arriver là. Toutes les conditions environnementales doivent être très bien assises. Très bien assises. On doit voir la banque, le système bancaire, on doit voir le système, on doit voir les infrastructures, le système politique. Est-ce qu'il y a une stabilité politique au niveau du pays? Vous voulez dire qu'avant que les présidents puissent chercher les investisseurs, ils doivent commencer par régulariser au niveau du pays? On doit d'abord commencer par régulariser. C'est pourquoi, si vous regardez, on ne doit pas toujours là pour chanter ce que le président a fait. Il doit non, on doit avoir des bons conseillers à côté du président qui doivent lui dire non, fais ceci, fais cela. Parce qu'au niveau, par exemple. Vous pensez qu'actuellement il y a pas? Je pense que beaucoup sont des touristes. Sont des touristes, ils ne donnent pas des avis positifs qui pouvaient faire avancer le pays. Il y a beaucoup de gens et vous avez écouté le niveau. Merci beaucoup, mes chers téléspectateurs. Vous êtes en train de suivre un partage avec un frère de la diaspora, avec l'un et l'autre. Il s'agit de M. David Kina. Nous sommes en train de parler de beaucoup de choses. On ne va pas s'éterniser sur ces points des taux de réserve d'échange. Il y a aussi les points relatifs à la tenue des élections que le président a épinglé lors de son discours, son dernier discours sur la tribune des Nations Unies. Alors, aujourd'hui, le président a parlé, M. David, de la tenue des élections coûte que coûte. Est-ce que les conditions environnementales ou les conditions du processus électoral permettent que cette élection-là puisse avoir lieu en date pour un calendrier qui est réservé par la CENI? Pour être plus technique, je pense que pour le moment c'est un peu compliqué parce que d'abord les animateurs au niveau de la CENI ne sont pas encore connus et c'est déjà un problème parce qu'il y a blocage au niveau des confessions religieuses, c'est déjà un sérieux problème. Et à part ça, il y a aussi un budget qui doit être alloué chaque fois, je pense par année, pour la tenue des élections. De ce côté-là, le président, le gouvernement ne se condamne pas, et le gouvernement dit nous serons prêts pour les élections, et que les confessions religieuses ne bloquent pas la machine. Mais c'est comme si la machine est en train de se faire bloquer du côté des confessions religieuses. C'est ça le problème. Qu'est-ce que je vais dire? En français, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Conduisent les mêmes effets. Il faut regarder depuis 1960. Ces mêmes problèmes ont commencé avec, il y a eu toujours des problèmes entre Mobutu et Kasavubu Lumumba. Nous sommes allés vers 97 et nous avons la guerre en 98. Aujourd'hui, nous avons eu 1+4 et aujourd'hui, nous aurons encore des problèmes. Si les élections ne sont pas faites, il n'y a pas des élections crédibles. Parce que le problème aussi, c'est la crédibilité des élections. La crédibilité des élections va de pair avec le développement d'un pays. Si ces élections ne sont pas crédibles, aujourd'hui, j'ai suivi l'autre fois le président Obama qui a dit « Nous ne respectons pas les hommes forts, mais nous respectons les institutions fortes. » Si vous faites vos élections de votre manière, il y aura un cas qui ne sera pas compris. Mais là, chez eux aussi, ils n'ont pas de leçons, on a donné des noms. Nous avons vu des réclamations avec Trump. Oui, mais chez nous, maintenant, le problème, c'est qu'il y a des guerres à tout bout de champ. C'est ce que nous devons éviter. Nous devons éviter ces choses-là. Donc, tout le monde doit être sur une même table, être d'accord sur le processus électoral et avancer et éviter les erreurs qui ont été commises les années passées. Aujourd'hui, les pays doivent réfléchir en termes d'élection ou bien en termes de développement social. Moi, je pense d'abord qu'on doit commencer en termes des élections. Pourquoi? Parce que les élections, c'est juste ce changement de président alors que la population continue à souffrir. Non. Le problème, c'est que si nous avons un président qui a été élu par le peuple, que le peuple a voté, ça va changer, ça va donner un signal politique au niveau de nos partenaires extérieurs.
Parce que vous savez, les violences qui ont émaillé les élections qui sont passées, et même toutes les élections, c'est toujours la même chose. Parfois, vous avez vu le patriarche Tshisekedi qui a prêté serment sous les armes. Vous voyez, nous ne voulons plus voir ces choses recommencer. Nous n'étions pas nés, on a vu les bulletins de vote vert et rouge à l'époque de Mobutu. Vous voyez, cette histoire-là donne la faiblesse au niveau des institutions de l'État. Alors, nous devons avoir des élections crédibles pour essayer en fait d'avancer. Parce que qu'est-ce que moi je dis? Depuis 1960, le pays a chuté. Si vous regardez par exemple sur le plan économique, c'est que le Belge ont fait. Et nous avons échoué, on doit être clair. Nous avons échoué. Aucun politicien n'a essayé de relever la pente. Si je prends 60, je mets 5. Je prends les années 60, j'essaie de faire une analyse. Vous allez voir que nous sommes dans les mois. Ça, c'est l'homme politique congolais. Il nous a montré des limites. Alors, évitons des petites choses pour avoir des problèmes au futur. Merci beaucoup. Évitons les petites choses pour avoir les problèmes au futur. Mesdames et messieurs, nous allons revenir tout juste après la pause pour continuer avec cette émission. Jodapris est une société internationale de conseil en marketing qui fournit des solutions commerciales et un soutien académique. Chez Jodapris, les analystes et consultants professionnels comprennent la complexité de l'analyse commerciale. Par conséquent, ils travaillent avec les propriétaires d'entreprises et les équipes de direction pour créer, construire et mettre en œuvre des stratégies qui améliorent et développent les entreprises locales et internationales. Avec votre succès à l'esprit, Jodapris s'associe à des entreprises locales et internationales pour fournir des solutions virtuelles avec l'aide de notre équipe qualifiée. Chez Jodapris, nous offrons une variété de services de conseil. Contactez-nous dès aujourd'hui pour commencer votre analyse commerciale. Continuer avec notre émission. Je vous salue vous tous qui continuez à nous suivre. Merci à celui que j'appelle les héros dans l'ombre, Papi Cousin. Merci à Eli Niembouenikas. Salutations à vous tous, Pilof, le FEMBA. Je vous salue tous qui suivez cette émission, ainsi que tous mes grands frères, docteur Yannick Kouloula, docteur Alain Taman, docteur Junior Loupimba. Merci à vous tous. Je ne manque pas à saluer mon couple pastoral. Il s'agit là de maman Tété Madeka, ainsi que son mari, qui est Papa Olivier Madeka. Je vous salue en passant. Monsieur David, nous étions en train de parler des élections et là nous avons épinglé beaucoup de choses. Une question m'est venue vraiment en tête. Comment jugez-vous les comportements de la démocratie en République démocratique du Congo de 1960 jusqu'à aujourd'hui? On peut parler qu'il y a une progression, parlons en termes de progression parce que je ne vais pas dire de régression parce qu'il n'y en avait pas, il n'y avait pas vraiment d'élection. Est-ce que, en termes de progression, comment jugez-vous le comportement de la démocratie? En termes de progression, je pense que pour être franc, depuis 2006, on a eu nos premières élections. Alors c'était quand même quelque chose à féliciter. On a eu les deuxièmes élections, on a eu les troisièmes élections. Mais mon problème maintenant, c'est qu'on doit évoluer. Nous sommes restés sur le même, ce que j'avais dit précédemment, le même cause, on produit les mêmes effets. Alors c'est ce que nous voulions encore tomber sur ces je pense que ce serait le 4e élection au niveau du pays. Parce que qu'est-ce qu'il y a au niveau des politiciens congolais? Ils veulent rester au pouvoir pendant longtemps. Et il faut savoir quitter les choses avant travailler pour rester au pouvoir. Oui, il faut quitter les choses parfois avant que les choses ne vous quittent. Vous allez voir un en Afrique, quelqu'un veut faire 3, 4, 5 mandats. C'est ce qui est arrivé au niveau de la Guinée. Alors, nous devons faire un effort d'éviter ces choses-là, de faire des élections, d'avoir la crédibilité au niveau des élections pour nous aider dans le futur. Quand nous savons que les élections sont crédibles, tu sais que tu as échoué, tu as échoué. Et celui qui a gagné, on lui laisse, on lui donne la chance de travail. C'est comme ça qu'on doit évoluer. Puisque nous parlons de la démocratie, la démocratie n'est pas seulement aussi les élections, il y a aussi la liberté d'opinion, il y a aussi la liberté de marche et aussi toute autre chose que vous connaissez bien en rapport avec la démocratie. Sur la liberté de marche, par exemple, je peux évoquer quelque chose qui s'est passé il y a une semaine, je pense le 15. 15 septembre.
Moi, je avec pense, la Mouka. oui, je pense que j'ai mal jugé l'interdiction de la marche le 15 parce que j'ai vu les concerts de Dadju au pays. Parce que j'ai cru que peut-être que c'était des problèmes sanitaires qui ont empêché à ce qu'il y ait cette marche-là, qu'il y ait la tenue de la marche. Mais j'ai vu un concert. Chaque jour, il y a des concerts au niveau de la ville de Kinshasa. Je pense que c'était peut-être des raisons politiques. Mais c'était une erreur parce que le 15 septembre, c'était la journée internationale de la démocratie. Il fallait autoriser cette marche-là le 15 pour donner un message fort au niveau de nos partenaires internationaux. Quand vous interdisez la marche le 15, le jour de la démocratie, ça donne un signal négatif au niveau de nos partenaires extérieurs. Avec certaines raisons, entre autres, entre guillemets, la rentrée parlementaire. On a interdit à cette marche-là la même date, le 15, suite à la rentrée parlementaire qui était aussi cette même date, le 15 septembre. Non, moi, ce que je dirais au niveau de nos autorités, parfois il faut être stratégique pour les biens du chef de l'État. Vous voyez, quand vous interdisez cette date-là au niveau du 15, parce que la Mouka savait pourquoi cette date-là devait se tenir au niveau de la date du 15, parce qu'ils savent que c'était stratégique. Ils voulaient donner un message indirect au niveau de l'Occident. Et quelle est la stratégie pour la marche du 29 septembre? Parce que la marche du 15 septembre, la stratégie était Journée internationale de la démocratie et celle maintenant du 29 septembre. Dans le 29 septembre, ils doivent sortir pour ce que je suis en train de dire, qui est qu'on revoie, qu'on fasse un rétro-pédalage là où les choses ne vont pas marcher. Sur les élections, parce que les dangers que nous voyons, c'est que c'est passé en 2006, en 2011, peut se reproduire. Alors nous ne pouvons pas condamner la Mouka et dire que non, vous ne devez pas aller. C'était un droit noble de la Mouka de faire cette marche-là qu'il doit faire, parce qu'ils se sentent lésés quelque part et ils sentent qu'il y a un danger qui peut arriver. Parce que les élections, tout le monde est égal au niveau des élections. Alors, pour cela, ils doivent marcher quand ils voient qu'il y a des choses qui ne bougent pas. Donc, c'était vraiment un péché de pouvoir interdire. Moi, je pense qu'on n'a pas bien conseillé le gouverneur de la ville de Kinshasa. Il ne va pas me dire qu'il y avait moins des hommes où la logistique a fait défaut pour sécuriser. Je ne sais pas, est-ce qu'il y avait une marche au niveau de l'Assemblée nationale qui demandait une sécurité et qui ne devait pas avoir une sécurité au niveau de l'Est de la province de Kinshasa? Ça, c'est une point d'interrogation. Donc, je pense que ça n'a pas été. Ok, merci beaucoup, Monsieur David, pour toutes ces réponses en rapport avec la marche de la Mouka ainsi que tous les autres aspects de la démocratie en République démocratique du Congo. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir pour essayer de progresser parce qu'il y a à boire et à manger en ce qui concerne la démocratie en République démocratique du Congo. Vous avez parlé en passant un point en rapport avec la Guinée et voir le président Alpha Condé être victime de ces coups d'État. Comment vous avez jugé ça? Moi, je pense qu'il a récolté ce qu'il a sémé. Vous avez fait 2 mandats et il a fait ce qu'il pouvait faire, je ne sais pas, des manigances au niveau de l'Assemblée nationale pour essayer de rajouter encore d'autres mandats. Moi, je trouve que c'est un problème. C'est ce qui se passe au niveau de l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est même pas le président de la République. Ceux qui sont tout autour du président, quand ils viennent et qu'ils partagent les gâteaux, ils ne veulent pas lâcher. Ils disent que nous devons être encore là pendant plusieurs années. Et ce qui cause, parce que quand vous restez trop sur la même machine, il n'y aura pas d'innovation. C'est pourquoi il doit y avoir toujours des élections, parce que chacun qui vient apporte quelque chose. Alors quand vous restez là, et les choses sont stagnantes, les choses ne bougent pas, qu'est-ce qui va se faire? Même la population avait réclamé, j'ai vu même le président de la République, notre président, que le président de l'Union africaine, qui a écrit à la junte militaire d'essayer de relâcher c'est Alpha Condé. Mais on n'a pas pu le faire. Ils ont dit, mais quand la population était en train de réclamer, vous n'avez rien dit. Et ça, c'est aussi en quelque sorte un signal, un message pour notre pays, où les présidents ont tendance à s'éterniser au pouvoir. Oui, c'est ça. Quand ils viennent, ils se partagent les gâteaux. Le problème en Afrique, c'est les gens qui viennent, ils ne viennent pas pour la population.
ils viennent, c'est la politique du ventre. Ouais. Et comment sortir de cette impasse? Quelles sont les solutions en fait par rapport à toutes ces choses? Bon, j'ai vu le président Tshisekedi essaie, parce que je ne vais pas dire que tout ce que le président Tshisekedi fait c'est négatif. Il y a par exemple, il parle de la corruption, là il fait la traque aux détonneurs. C'est quand même quelque chose de bon. À la voix de l'IGF, que nous saluons vraiment pour le travail, personnellement, je salue l'IGF pour tout ce qu'il est en train de faire, pour tous les efforts, pour tout le travail. Mais il reste maintenant à savoir si l'argent détourné entre dans les comptes du trésor public. Moi, mon problème, c'est même si je rentre sur le problème financier, il doit y avoir quelque chose de positif. Donc, je parle des répercussions sur le pouvoir d'achat, c'est qu'on avait émaillé au premier point. Donc, on doit voir le pouvoir d'achat, parce que nous, ici à la diaspora, nous ne sommes pas contents de rester ici. Nous voulons aussi rentrer chez nous. Mais nous voulons voir que les choses bougent au niveau du pays. Parce que qu'est-ce que nous remarquons au niveau des Africains? Ce qu'ils critiquent, c'est ce qu'ils font. Ils critiquent à l'opposition et quand on lui donne la chance d'être là, il fera les mêmes choses. Puisque vous parlez de la diaspora, peut-être que c'est par là que nous allons finir. Vous envisagez, nous avons besoin en tant que Congolais de pouvoir rentrer un jour chez nous au pays. Alors, quels sont les efforts ou quel est l'apport de la diaspora congolaise pour son pays, pour les pays de la RDC? Okay, au niveau de la diaspora, il y a beaucoup de choses que la diaspora peut apporter au niveau du pays. Il y a d'abord l'apport intellectuel. Il y a quand même assez d'intellectuels au niveau des universités. Ici en Afrique du Sud, je pense aux États-Unis, il y en a beaucoup. Et nous pouvons avoir ces gens-là, les génies-là, et le mettre sur une même table. Pourquoi je dirais? Vous voyez un pays comme l'Afrique du Sud, l'État met du paquet au niveau de l'enseignement. Parce qu'il doit y avoir toujours des recherches. Et c'est un pays qui n'a pas de recherche, c'est déjà un pays mort. Il n'y a rien qui peut se faire dans ce pays. Et nous, on a vécu ici, on peut apporter une pierre à l'édifice qui est la RDC, qui est notre mère patrie, pour essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons apporter. Nous pouvons apporter sur le plan économique. Il y a des investisseurs, il y a des investisseurs qui ont changé de nationalité, qui sont congolais, ils sont des hommes d'affaires, ils sont des businessmen qui peuvent venir au Congo et apporter beaucoup de choses au niveau du Congo. Moi, je parle par exemple des investisseurs. Est-ce qu'on a besoin de chercher d'abord des investisseurs extérieurs ou chercher des investisseurs congolais qui ont évolué à l'étranger, qui sont dans la diaspora et qui peuvent apporter vraiment quelque chose de considérable pour le développement du pays. Puisque nous parlons de la diaspora, comment jugez-vous les comportements de la diaspora jusqu'à contribuer à 90% à l'annulation du concert de Werason? Dans la diaspora, je sais qu'il y a aussi des bavures, mais si vous prenez du point de vue de la forme de ce qu'ils ont fait, moi je juge qu'ils sentent qu'il n'y a encore rien qui est fait au pays. Parce que je parle beaucoup plus sur l'apport social, vous voyez. Parce que c'est cette diaspora-là qui envoie l'argent. Vous devez aller sur Western Union, vous voyez comment on envoie de l'argent toujours au Congo. Et qu'est-ce que ça va avec les musiciens? Les artistes? Ils disent que ces artistes soutiennent les politiques congolais. En quoi? Parce qu'un artiste est un libéral. Non, mais Wera est un politicien. Wera est politicien. Wera, c'est un politicien. Il est de l'AFDC, il a postulé aux élections. Je pense qu'il a postulé en tant qu'indépendant, si je ne me trompe pas. Mais oui, il est dans la scène politique. Il est dans la scène politique, même s'il ne parle pas, mais il est dans la scène politique, c'est un politicien. Ils savent. Et aujourd'hui, ce comportement de l'annulation des concerts de Werason contribué à 90% par la diaspora, parce qu'il faut dire que la diaspora a écrit toute une lettre à l'ambassade de France disant qu'il ne faut pas donner des visas à Werason parce qu'on est en train de préparer une immigration clandestine. Est-ce qu'il faut vraiment encourager ces comportements? Non, ça c'était pas très bon. Dire que Wera était en train de préparer une annulation politique. Moi, je pense qu'il y avait quelque chose derrière ce qu'ils ont dit. Il y avait notre message qu'ils n'ont pas dit, qu'ils devaient dire. C'était un message politique. Parce que le contexte de la diaspora, surtout en Europe, c'est un contexte politique. Ce n'est pas un contexte parce que Wera, si on le prend, c'est un musicien, il ira, c'est la culture du pays
que nous sommes en train de vendre au niveau de l'Occident. Mais si Ouera, ils sont parvenus à contrarier Ouera, c'est parce qu'eux aussi sont des politiciens, ils contrarient des politiciens. Vous voyez? Donc il faut qu'on puisse un peu lire cette chose. On n'a pas contrarié Ouera en tant que musicien sur son apport culturel au niveau de l'Occident. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui avez eu le temps de suivre cette émission. Nous vous saluons chaleureusement. C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir et de continuer à vous avoir pour le compte de cette émission. Nous vous prions d'aimer et de vous abonner massivement à cette chaîne de télévision. Monsieur David, nous sommes vraiment ravis de votre présence sur ce plateau et nous sommes arrivés à la fin. Votre mot de la fin, peut-être par cette même occasion, une petite salutation à la personne ou aux personnes qui peuvent vous être chères. Non, je salue tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui auront l'occasion de nous suivre plus tard. Je salue ma famille et surtout, j'aimerais, mon problème surtout c'est pour le pays. J'aimerais que Dieu nous fasse grâce avec ce que nous avons, l'intelligence, l'apport intellectuel, tout ce que nous pouvons faire pour essayer de faire avancer les choses. Parce que c'est depuis 1960 que le pays est en berne. Alors nous devons faire un effort pour essayer d'évoluer. Merci beaucoup, ça est ainsi complètement fini. Je salue Papi Cousin qui est le réalisateur de cette émission. Je salue vous tous une fois de plus, j'en ai dit assez. Et le rendez-vous est pris pour l'émission prochaine. Abonnez-vous massivement parce que prochainement, à l'émission qui vient, nous allons parler de la problématique tout autour du passeport congolais. Nous avons reçu vraiment beaucoup d'appels et les gens nous disent il faut enquêter pourquoi les passeports congolais ne sortent pas à l'étranger. Qu'est-ce qui ne va pas avec nos ambassades? Et le rendez-vous est pris prochainement. Bye.